Alors, pour démarrer, moi, j'étais comme vous, hein, au début, j'étais pas consciente de tout ça. J'ai eu 4 ateliers différents avec 4 installations différentes. Dans mon tout premier atelier, le fournisseur de fours, le fabricant de fours, ne m'avait absolument pas renseigné sur la possible dangerosité des émanations et mon four a été installé dans un semi-sous-sol dans le garage et je trouvais quand même que ça sentait pas bon du tout pendant les cuissons. Donc systématiquement, j'ouvrais portes et fenêtres, mais comme il n'y avait pas un passage d'air qui balaye littéralement tout, ben, ça continuait quand même à stagner dans l'atmosphère, ce qui était assez inquiétant. Puis on a essayé de calfeutrer la porte qui menait vers l'habitation du mieux qu'on a pu, mais c'était compliqué. Ensuite, 4 ans plus tard, on a déménagé dans un nouvel atelier. Et là, l'atelier était quand même bien séparé de la maison, mais le four était encore dans la même pièce que celle où il y avait les tours. Je n'ai jamais utilisé le four pendant que j'avais des stagiaires. Pendant toutes les cuissons, j'ai ouvert la porte avant et la porte arrière de cet atelier, donc il y avait une vraie circulation d'air. Néanmoins, quand j'ai quitté cet atelier une douzaine d'années plus tard, j'ai constaté que les vitres étaient abîmées. Les vitres étaient vraiment rongées par une espèce de petit voile gris que je ne pouvais pas nettoyer. C'est normal que je ne puisse pas le nettoyer parce que mes vitres avaient été attaquées par de l'acide fluorhydrique. Je vais en reparler de cet acide fluorhydrique, c'est un des plus dangereux. C'est un acide qui va se dégager lors de la cuisson, même si vous ne mettez pas de matières premières qui contiennent énormément de fluor. Donc, il y a des matières premières déjà qu'il faut absolument ne jamais mettre dans un four quand il n'est pas complètement à l'extérieur. Et ces matières, c'est par exemple la cryolite, le spat-fluor ou la lépidolite. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent justement beaucoup de fluor. Mais d'autres matières premières sont susceptibles de contenir du fluor ou des traces de fluor. Moi, ce qui a rongé mes vitres, c'était uniquement les traces de fluor contenues dans quelques-unes de mes matières premières et dont on n'a pas toujours nécessairement conscience ou qui ne sont pas renseignées sur les fiches techniques parce qu'elles sont en petite quantité. Néanmoins, j'avais quand même un rythme de cuisson élevé, je cuisais 2 fois par semaine en moyenne et donc au bout de 13 ans, ben oui, mes vitres ont été attaquées. C'est pas le seul effet du fluor. Après, j'ai déménagé en Provence où j'ai vécu pendant 12 ans et là, j'ai mis mes fours. Tous mes fours étaient à l'extérieur. Alors, j'ai essayé de retrouver des photos. Elles sont pas top parce que c'est pas ça que j'avais visé de photographier. Mais j'ai construit donc un four à gaz que vous voyez ici derrière moi. Et lui, on lui a mis un abri par-dessus pour qu'il soit quand même protégé au moins en bonne partie de la pluie. Ça ne protège pas complètement de la pluie chassante, ce qui veut dire que à chaque cuisson, il fallait évidemment commencer par une montée en température de plusieurs heures et très lente, d'abord pour sécher le four, tout simplement. Et les fours traditionnels sont toujours à l'extérieur. Et là, j'avais aussi une partie de mon atelier qui c'était ouvert ici et c'était encore ouvert sur le troisième côté. Et en fait, il y a un four qui se trouve ici sur le côté, qui est mon four à essai. Les autres fours, vous les voyez là. Et donc, je suis en plein air, puisque là, franchement, il y a une circulation d'air qui est totale. Et donc, ça, c'est une situation assez idéale. Alors, je viens de redéménager maintenant au mois de janvier en Belgique. Et donc, ceci, c'est mon four tout neuf. Et ça, c'est le four à essai que vous ne voyez pas sur l'autre partie. Et là, mes fours sont installés sur l'extrémité de la terrasse. Et vous voyez que ceci était complètement ouvert, mais on avait de la pluie qui arrivait par là et de la pluie chassante par là en fonction du sens du vent. Donc, on a installé des panneaux et ce panneau-ci doit encore être prolongé. Eric est en train de faire cette installation. Il a déjà installé les poutres là. Mais on va un petit peu prolonger parce qu'effectivement, avec des pluies fort chassantes, il y a encore un peu de pluie qui peut arriver ici sur le petit four. Vous voyez comme ils sont en hauteur, il n'y a aucun risque non plus qu'ils aient les pieds dans l'eau, hein. Donc voilà comment moi j'ai géré cela. Donc c'est évidemment les 2 derniers types d'installations que je recommanderais, mais on verra comment vous pouvez faire. Alors, je veux vous expliquer d'abord que comment peut-on imaginer un peu ce qui se passe dans notre four céramique? Eh bien, il faut un petit peu remonter dans le temps pour comprendre qu'au temps des alchimistes et au début de la géologie, on a essayé de classifier les roches. Ils ont essayé de
concasser les roches en poudre la plus fine possible, et puis de faire cuire cela. On appelle ça calciner, parce que c'est à des températures beaucoup plus hautes que la cuisson d'un gâteau. Calciner les roches, ça va se passer à la température la plus élevée que l'on peut atteindre. Et qu'est-ce qu'ils observaient? C'est que pour certaines roches, le poids avant la cuisson n'était plus du tout le même que le poids après la cuisson. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on a perdu du poids, ce poids, il est parti en fumée. Et donc, l'étape d'après a essayé de comprendre le devenir de ces fumées. Et c'est comme ça qu'on a imaginé cet instrument qu'on appelle un alambic. Donc, on récupère les fumées et on les refroidit. Et qu'est-ce qu'on obtient ici dans la bassine? On obtient du jus de fumée. Ce jus de fumée, ce sont tous des acides forts. Exemple d'acide fort, c'est l'acide chlorhydrique, qu'on appelait au départ l'esprit de sel. C'est l'acide phosphorique. Alors, c'est extrêmement irritant, c'est très corrosif l'acide phosphorique. Pourtant, en toute petite quantité, on en met parfois dans les boissons gazeuses pour faire pétiller les sodas, par exemple. Mais donc, il y a une question de dosage aussi. Alors, ce fameux vitriol, c'est l'acide sulfurique. Donc, certains extrémistes qui trouvent que les femmes ne sont pas correctement voilées et qui lancent du vitriol sur la peau de ces femmes. Vous voyez les brûlures que ça peut occasionner. Cet acide sulfurique va aussi se dégager des émanations de votre four. Le fameux acide fluorhydrique que je vous citais tout à l'heure est un acide qui, bien qu'il soit répertorié par les chimistes comme faible, est un acide extrêmement puissant. L'histoire de acide fort, acide faible au plan de la chimie n'a rien à voir avec la dangerosité. Donc, l'acide fluorhydrique, que fait-il si vous êtes dans une pièce où il s'en dégage et que vous êtes exposé assez quand même fréquemment? Ça va commencer par vous faire des taches brunes sur les dents et puis ça attaque les os à travers la chair. Donc ça vous fait en gros, pour schématiser, de l'ostéoporose accélérée. Et c'est cet acide qui est tellement fort qu'il peut aussi attaquer le verre. Donc c'est cet acide-là qui va opacifier les vitres. Et je vous dis là, moi j'ai eu les vitres partiellement opacifiées alors que j'ai toujours fait un courant d'air à toutes mes cuissons pendant les 13 années que j'ai occupé cet atelier. Il y a des endroits où vous avez des poches d'air qui se déplacent. C'est difficile à évaluer, mais on voyait très clairement que c'était certaines parties de mes vitres qui ont été abîmées. Donc voilà ce qui se dégage. Alors aujourd'hui, on produit toujours ces acides qui sont énormément utilisés dans des tas d'industries pour des procédés industriels, mais on les produit dans des usines qui sont dédiées. Alors des usines où les travailleurs vont être protégés parce que tout se passe aussi en circuit complètement fermé et il y a des normes très strictes de protection pour éviter que les travailleurs s'empoisonnent. Aujourd'hui, en 2023, c'est récent ça, parce que la protection du travail, ça date d'il y a une trentaine d'années, à partir du moment où il y a eu le scandale de l'amiante. Alors, que fait-on nous dans un four céramique? Est-ce qu'on cuit de l'organique, donc des gâteaux, du pain, des rôtis, ce que vous voulez, à des températures inférieures, en général à 220 degrés, parce que si vous calcinez vos gâteaux, je crois qu'il n'y a personne qui va être content dans la famille. Ou bien est-ce que, par comparaison, on calcine des roches et des minéraux à des températures qui sont souvent supérieures à 1000 degrés? Vous voyez déjà la différence de température. Et pour atteindre ces températures très élevées, voilà un exemple de four que j'ai photographié en Chine. C'est un four dragon qui fait 40 mètres de long. Et calciner du minéral ou cuire de l'organique, ça n'a rien à voir. Donc ça, il faut déjà bien en être conscient. Alors, quand on regarde ce qui se passe dans l'industrie, eh bien, ça, c'est de l'industrie céramique. La ville de Stoke-on-Trent, elle ressemblait à ceci dans les années 60. La dernière cuisson au charbon a eu lieu en 1977. Aujourd'hui, Stoke-on-Trent, on peut voir le ciel bleu. Là, ce sont des cuissons au charbon, donc évidemment, ça dégage aussi toute cette fumée de charbon, mais je veux dire, quand on voit ceci et que c'est une fumée qui est collante, qui est poisseuse, on sent bien, même intuitivement, à voir la photo, que c'est quand même pas très bon de respirer ça. Or, les gens, ils vivaient dans la ville, là, des habitations étaient complètement mêlées au four.
Et donc, cette situation-ci est évidemment beaucoup plus saine. Est-ce que pour autant, dans nos fours électriques, il n'y a pas de danger? Réalisez bien qu'un four céramique programmable est un outil récent. C'est né à la toute fin du XXe siècle. Quand j'ai acheté mon premier four, il n'existait pas encore de catalogue de fours. Donc, je suis allée chez un fabricant de fours qui fabriquait des fours industriels, des très gros fours, ben oui, pour l'industrie, pour la fonderie, pour la chimie, etc. Ce sont des fours qui sont juste énormes. Et pour les fabricants de fours, comment dire, le succès qu'a commencé à avoir la céramique à la fin du XXe siècle les a fait prendre conscience qu'il existait un créneau où ils pouvaient fabriquer des fours de beaucoup plus petite taille, miniaturisés, puisqu'il y avait une demande, et ça remplissait finalement les trous qu'il pouvait y avoir entre deux grosses commandes, puisqu'ils avaient le savoir-faire et le matériel. Et donc, toute fin du XXe siècle sont apparus les premiers catalogues de fours. Alors maintenant, c'est très rigolo, parce que je vois sur les forums qu'on discute des mérites comparatifs d'un Abertherm, d'un Rode ou d'un Kitec, et ainsi de suite. Mais je veux dire, quand j'ai acheté mon premier four, moi j'étais déjà contente qu'il y ait un fabricant de four pas loin de chez moi. Et je suis allée jusque-là avec ma petite voiture pour commander mon four sur mesure et j'ai pu aller le voir pendant qu'on me le construisait. On ne va pas avoir les fumées qui apparaissent de cette façon-là avec un four électrique. Pour autant, toutes les fumées d'acide qui sortent du four, elles sont bien présentes. Et pour les personnes qui ont déjà pu voir des fours mal installés avec du métal qui se trouve à proximité des cheminées, vous voyez bien que le métal, il est aussi rongé. Alors, dans l'industrie, dans les pays occidentaux, on ne peut plus aujourd'hui faire n'importe quoi. Mais dans l'artisanat, on peut toujours faire n'importe quoi. Alors, ce qu'il y a d'assez fou, c'est que les prothésistes dentaires qui installent des fours pour cuire finalement des fausses dents. Mais c'est quoi des fausses dents? C'est de la porcelaine. Hein. Et les prothésistes dentaires, ils doivent avoir une autorisation pour installer un four, il doit y avoir une hotte, et les filtres de la hotte doivent être changés régulièrement, et il y a des contrôles. Et nous, on peut installer des fours céramiques n'importe où. Cherchez l'erreur. Hein. Ici, je suis dans une manufacture où il y a énormément de fours, je suis à Sèvres. Et vous voyez que là, c'est une partie seulement hein, des fours qu'il y a. Là, vous êtes sur des fours électriques, ce qui correspond très vraisemblablement à la situation de la plupart d'entre vous. Que voyez-vous? Il y a un petit chapeau sur chacun de ces fours, c'est relié à des systèmes d'extraction. Et évidemment, j'ai poussé la curiosité jusqu'à monter à l'étage pour aller photographier les toits. Et voilà, par exemple, un des systèmes qui était installé, qui est en fait, il y a un filtre ici à particules qui empêche, enfin, qui fait qu'on ne rejette finalement dans l'atmosphère que de la chaleur. Pour nous, ça va être compliqué à installer, hein, ce genre de choses. Donc, on va voir ce que l'on peut faire, mais en attendant, voilà le genre de choses que l'on trouve. Je constate aussi avec plaisir qu'il y a certains lieux de formation qui font l'investissement et qui équipent leurs salles des fours de systèmes d'évacuation corrects, finalement, comme dans l'industrie. Alors ici, je suis à l'IEAC à Guebwiller. Alors, le rageant en préparant ce webinaire, c'est que j'ai des photos de la salle des fours, mais que mon ordinateur n'est pas suffisamment bien rangé et je n'ai pas retrouvé la photo de la salle des fours. Mais je peux vous assurer que c'est des systèmes d'évacuation qui sont assez similaires à ce que vous voyez ici. Donc, on va en reparler. Ici, je suis à l'EKWC, donc European Ceramic Work Center, où vous trouvez aussi, je vais agrandir ici la photo, vous trouvez aussi ce même système de petits chapeaux et de tuyaux. Et ici, il y aura un extracteur, un petit ventilateur qui va faire en sorte que les fumées soient aspirées. Attention, ce tuyau ne doit jamais être collé à l'évent de votre four. Hein. Il faut toujours qu'il y ait un petit espace, j'en reparlerai. Alors, que se passe-t-il dans nos ateliers? Alors, la première chose à faire, c'est, bon sang, ayez conscience du problème. C'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est avoir conscience que ces émanations de four, c'est pas comme le délicieux fumet qui s'échappe de votre gâteau que quand vous êtes occupé à faire de la cuisine. D'ailleurs, dites-moi, vous trouvez pas que ça pue quand on
quand on fait des cuissons. Notre nez, il est là aussi pour nous protéger et nous avertir qu'il y a quand même quelque chose de pas normal qui se passe. N'oubliez pas ici donc qu'on calcine à très haute température des roches broyées et des minéraux. Ça provoque des fumées dangereuses. J'ai essayé de vous l'expliquer avec les acides, mais en plus, ces fumées se combinent entre elles et forment des cocktails qui sont encore plus dangereux. C'est cancérogène, c'est tout ce que vous voulez, et c'est très difficile à analyser. Même dans l'industrie, il n'y a pas d'analyseur de fumée qui permet de dire finalement exactement ce qu'il y a. Mais ce qu'on constate, c'est les gens qui tombent malades. Alors, il y a qu'à lire des romans sur le sujet. Si vous lisez un roman que je recommande souvent, c'est Janet Gleeson sur la création de la porcelaine à Mécène. Le titre, c'est L'alchimiste de Mécène. Eh bien, Botger, qui a découvert le premier la porcelaine de haute température en Europe, c'était en 1701. Il est mort à 33 ans, 33 ou 36, mais très probablement à cause de toutes les vapeurs de four auxquelles il était exposé. Évidemment, à l'époque, on n'avait aussi aucune idée de la dangerosité. Mais quand on a fermé aussi Keramis dans les années 90 en Belgique, je sais que Ludovic Recchia, le directeur actuel de Keramis, de ce qui est devenu un musée, me disait, mais les ouvriers sont morts comme des mouches, hein, et anormalement jeunes, et beaucoup de maladies rares. Donc, il n'y avait évidemment pas que les fumées, il y avait aussi toute la manipulation des matières premières, dont j'ai vu des photos, c'est hallucinant. Il vaut alors mieux ne pas installer le four n'importe où. Et donc, l'idéal, c'est un espace dédié, donc qui n'est pas le même espace que celui dans lequel vous travaillez, qui est ventilé et qui est sans risque de respirer les émanations. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce qui a été fait dans un atelier à Bruxelles, que je vous raconte quand même l'histoire de Cathy. Cathy, moi, je l'ai rencontrée parce qu'elle elle pulvérisait dans une cabine d'émaillage des émaux au plomb et elle cuisait dans son four qui était dans son atelier. Donc, je lui ai recommandé de faire une analyse de sang. Elle était hautement contaminée. Donc, ça a été très compliqué. Elle a pu prendre des chélateurs pour diminuer le taux de plomb dans le sang. Mais il faut savoir que la demi-vie du plomb est de 20 ans, donc ça ne s'élimine jamais complètement. Le plomb reste malgré tout fixé en grande partie dans le système osseux et dans les reins, d'où il diffuse vers le cerveau, et le cerveau est la cible privilégiée du plomb. De plus, la décontamination de son atelier a coûté très cher. Elle a fini par déménager et installer son atelier. Alors, elle m'a contactée en me disant, qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien le mettre à la cave. Je dis, Cathy, ne fais surtout pas ça parce que tu n'as qu'une petite fenêtre haute et ça va être compliqué. Le plomb sublime, comme d'autres métaux d'ailleurs. Hein. Il y en a toute une série qui subliment. Ça veut dire qu'ils sortent, si vous voulez, en très fines particules. Il y a toute une partie qui va se déposer à l'intérieur du four. Il y a une partie qui sort de votre four en fines particules et qui forme comme un nuage qui reste stagné dans l'espace. Et on n'en a pas conscience parce que c'est invisible, mais chaque fois qu'on marche dans l'espace, on remue ces particules et on les respire. Donc, c'est assez compliqué. Je lui dis non, il vaut mieux le mettre à ton étage et tu fais un espace clos d'où tu pourras extraire l'air et comme ça, tu es sûr de ne pas le respirer. Alors, je vous montre la vidéo. Voilà, je la lance. Joël, j'espère que tes vacances se sont bien passées. Voilà, je fais une petite vidéo spécialement pour toi, pour te montrer ce que j'ai fait dans mon atelier suite à tes précieux conseils. Je voulais te remercier aussi pour ta patience et tes explications. Donc voilà, le four est derrière ça. Donc j'ai fait un coffrage avec une porte, avec en haut, tu vois l'évacuation des gaz qui rejoint l'évacuation de la cabine d'émaillage vers une cheminée. Et donc, là, le four est allumé, voilà. Le four est là. Et puis, j'ai mis un petit chapeau avec un petit espace, un beau tuyau, bim bam boum, c'est relié, ça passe là. Et ça va vers le ciel et vers les anges. Voilà, et ben, je te remercie. Voilà, comme ça vous donne déjà une idée d'une installation. J'ajoute que à ce niveau-ci, en flûte, la photo a disparu, mais à l'endroit où le tuyau part dans le mur, va vers l'extérieur, elle a aussi installé un petit extracteur.
un extracteur, c'est ce que vous allez trouver aussi pour votre hotte de cuisine, en fait. C'est le petit ventilateur. Il faut évidemment que ce soit lié à l'électricité, mais ça coûte 30 ou 40 euros hein, sur n'importe quelle plateforme ou dans un magasin de bricolage, parce qu'il faut évidemment que l'air soit aspiré vers l'extérieur. Et ça, la raison aussi pour laquelle il faut qu'il y ait un espace entre le petit chapeau qui est sur le four et qui ne soit pas collé au four, parce qu'il faut que l'air puisse entrer aussi, l'air, si vous voulez, qui est dans la pièce, doit pouvoir aussi rentrer dans ce tuyau pour être extrait. Le but n'est pas d'aller, comment dire, sucer toute la chaleur du four pour l'envoyer à l'extérieur, évidemment. Ça va? Alors, je vous montre quelques autres exemples d'installation. Ici, c'est un atelier qui se trouve à Wavre, l'atelier Racine Tactile. Il y a plusieurs fours ici en batterie, ils ne fonctionnent jamais tous simultanément. Et il a également utilisé le système d'évacuation pour les tables sur lesquelles on va peser. Parce que des hôtes à l'endroit des pesées des mots, c'est quand même quelque chose de très utile aussi et qu'on trouve aussi d'ailleurs dans l'industrie. Alors, il me disait, Thomas, que avant d'installer ceci, ben, c'était assez épouvantable les odeurs et qu'il avait beau aérer, arriver 1 heure avant les élèves pour tout ouvrir, c'était vraiment pénible parce qu'une odeur subsistait dans l'atmosphère. Et à partir du moment où il a installé ceci, il n'y a plus aucune odeur et il n'a plus mal à la tête non plus de rester dans ces émanations. Comment a-t-il fait? Vous voyez qu'il y a, enfin, il y a une série de tuyaux là qui sont reliés. Vous voyez ici une photo où c'est agrandi. Là, le tuyau est coupé de telle sorte que l'air de la pièce puisse également entrer dans le tuyau. Et lui, il a mis un système de vanne. Ici, la vanne, elle est fermée. Lorsqu'il ouvre la vanne, évidemment, la poignée ici se trouve vers le haut. Et ça, c'est pour qu'il n'y ait une aspiration suffisante puisqu'il ne fait fonctionner simultanément que 2 ou 3 de ces aspirations. Je vous montre sur la dia suivante le montage. Il a également relié sa cabine d'émaillage au système et voilà l'endroit où il y a le moteur relié à l'électricité. Vous voyez ici. Et ça, c'est le petit ventilateur qui va permettre de faire véritablement l'extraction. L'idéal c'est soit d'avoir une extraction suffisamment puissante, mais ce qui semble être le cas ici chez Thomas, ou d'avoir effectivement une cloison qui sépare le four. Alors, voici une installation moins complexe qui a été bricolée par le papa de Claire. On a ici un gros plan à nouveau sur le tuyau coupé. Et là, il y a également un extracteur ici. Et l'idéal, c'est d'éviter qu'il y ait trop de conduits qui soient horizontaux. Si vous avez des conduits qui sont tout à fait verticaux, il y a moyen de se passer de l'extracteur. Si vous avez un conduit comme ceci, l'extracteur est évidemment indispensable. Alors, il y a évidemment beaucoup plus simple, mais tout le monde n'en a pas la possibilité. C'est d'installer votre four sur une terrasse à l'abri de la pluie. Et un autre exemple d'installation sur une terrasse que je trouve assez fut-fut, c'est l'installation de Clara Giorello. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. C'est quelqu'un qui est très actif aussi sur les réseaux au niveau chimie des émaux et qui est de bons conseils. Et donc là, vous voyez son four, elle vient de l'ouvrir, mais vous voyez qu'il y a ici sur la terrasse une paroi en polycarbonate. Et la paroi en polycarbonate, elle n'est pas là, ici. Elle est autour du four, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a construit cette paroi en polycarbonate autour de son four avec un couvercle et par un judicieux système de câbles, quand elle cuit, elle plaque ces polycarbonates tout autour du four sur la terrasse pour en faire un écran pour le vent. Et là, comme il y a de toute façon une ouverture qui permet le passage de l'électricité, parce que c'est un pays très humide, hein, c'est en Argentine là, eh bien, comme il y a une grosse ouverture pour tous les câbles électriques, de toute façon, il n'y a pas d'humidité qui risque de s'accumuler là en dessous non plus. Il y a un passage d'air. Alors, vous avez bien compris que souvent on discute de quel four acheter.
moi j'ai envie de dire, réfléchissez d'abord et avant tout à quel emplacement. Et sans vous fier aveuglément aux indications des vendeurs. Un vendeur, c'est pas son rôle de vous dire que c'est dangereux de mettre ça dans un appartement. On vit dans une, il faut pas être naïf, je veux dire, on vit dans une société de consommation. C'est quoi le but d'un vendeur de four? C'est de faire du chiffre d'affaires en vendant des fours. C'est pas de protéger votre santé. C'est quoi le rôle d'un marchand de matières premières céramiques? C'est de faire du chiffre d'affaires en vendant des matières premières céramiques et on est content de les avoir, ça nous facilite la vie. Mais il peut tout à fait vous vendre tout et n'importe quoi. C'est à vous de savoir ce que vous achetez. Un fournisseur n'est pas un formateur. De la même manière que si vous allez acheter de la farine chez l'épicier, vous ne lui demandez pas de vous apprendre à cuisiner des crêpes ou du pain. Donc, quand vous achetez ça, vous êtes supposé savoir ce que vous achetez. Vous êtes en train d'acheter, quand vous achetez un four, un matériel industriel miniaturisé qui, il y a longtemps, avait des fumées qui envoyaient toutes ces crasses très haut dans le ciel pour qu'elles soient diluées dans l'atmosphère. Et maintenant, je vois qu'on installe ça dans des appartements. En fait, ça me scandalise parce que c'est pas la place d'un four céramique. Donc, si vous n'avez vraiment que l'appartement, ben, au moins la terrasse, voyez-vous, mais pas à l'intérieur. Je vais peut-être en désoler certains en disant ça. Donc, suggestion aussi, oui, n'attendez pas de tomber malade pour modifier une installation. Je vous ai parlé du cas de Cathy. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous parle du cas de Ben aussi. Moi, j'avais visité son atelier il y a 20 ans et je lui avais dit, attention, tu utilises en plus de ça ton four comme moyen de chauffage. C'est pas une bonne idée du tout. Donc ça, elle a quand même cessé de faire parce que ça, c'est vraiment le pire de tout. Mais oui, écoute, quand même, je viens d'installer ça. Non, non, ben, ça ira comme ça. Elle est tombée malade. Et il y a ici, parmi les participants, des personnes qui la connaissent, donc qui savent de qui je parle, qui peuvent attester qu'elle est tombée malade. Et là, en fait, elle m'a recontactée et il a fallu attendre qu'elle tombe malade pour qu'elle installe son four ailleurs. Oui, ça a un investissement de déplacer un four. Mais il vaut peut-être mieux le faire avant de tomber malade, donc le plus vite possible, et encore mieux, ben, il vaut mieux l'installer a priori dans un endroit qui est adapté. Alors là, j'ai envie de dire, réfléchissez un petit peu à ce qui est possible pour vous, on peut en parler, et je voudrais vous demander si ces exemples vous inspirent. Oui, beaucoup.